Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 28 janvier. En Colombie, le travail des secouristes après les 2 tremblements de terre se complique en raison de pillages répétés. Un couvre-feu était ordonné par les autorités dans les villes sinistrées. Contre la délinquance juvénile, plus de justice, plus de police, mais le coût du plan Jospin n'est pas chiffré. Ce soir, réaction d'élus et constat sur le terrain avec le témoignage notamment de notre invité, M. Jean-Paul Grémillet, qui est directeur d'une unité éducative renforcée à Valenciennes. Nouveau regroupement dans l'industrie automobile, Ford achète la filiale auto de Volvo pour 6,5 milliards de dollars. Le Viagra est un médicament, il est dangereux s'il n'est pas utilisé sous contrôle médical. 10 morts ont été recensés en France depuis sa commercialisation à dater du 15 octobre dernier. Tennis, Amélie Mauresmo élimine la numéro 1 mondiale Lindsay Davenport et se retrouve en finale des internationaux d'Australie face à Martina Hingis. Le président colombien, M. Andrés Pastrana, était hier soir à Armenia, ville sinistrée du centre-ouest de la Colombie, où le dernier bilan communiqué par la Croix-Rouge est de près de 900 morts et de 4000 blessés. Des tonnes de vivres venus de la capitale, Bogota, ou encore de pays étrangers n'ayant pas été livrés aux victimes du séisme qui s'est produit lundi dernier, les rescapés se sont livrés à des pillages et à de très violents affrontements. Commentaire Maryse Burgot. C'est une sorte de deuxième malheur après le tremblement de terre de lundi. Les pillages tournent à l'hystérie dans les rues d'Arménia. Les magasins que le séisme avait épargnés sont littéralement mis à sac. Les habitants étaient seulement venus pour prendre de quoi manger, mais avec cette folie ambiante, ils emportent un peu tout sur leur passage. On a des enfants, on n'a rien à manger, madame. Il faut bien qu'on mange. Ces scènes d'émeutes ont été filmées hier dans la soirée. Depuis et après quelques tirs de sommation, les militaires colombiens semblent avoir repris la situation en main. Plusieurs milliers de soldats et policiers protègent cet après-midi les quartiers ravagés et encouragent les habitants à créer de petits groupes de sécurité pour protéger ce qu'il leur reste. Peu à peu, la population retrouve donc son calme. Les premières distributions de vivres ont commencé aujourd'hui. Cette aide internationale est restée bloquée sur le tarmac de l'aéroport de Bogota pendant plus de 2 jours. La population désemparée dénonce donc le manque d'organisation des secours et perd chaque jour un peu plus l'espoir de retrouver des survivants sur les décombres de leur ville. Alors, si vous voulez participer à l'aide internationale, aidez notamment les organisations humanitaires françaises qui agissent sur place. Voici 2 possibilités, celle du Secours catholique et celle de France Liberté. Je vous laisse noter ces coordonnées pour aider donc les victimes des séismes en Colombie. Le plan de lutte contre la délinquance juvénile annoncé hier par Lionel Jospin à l'issue du Conseil de sécurité intérieure est apprécié aujourd'hui comme un plan mi-Guigou, mi-Chevènement, mi-justice, mi-police. Une fois comptées les créations de postes et de structures, notamment les centres de placement immédiats et strictement contrôlés, il faudra vraisemblablement compter en centaines de millions de francs le budget de ce choix gouvernemental anti-délinquance. Voici un rappel des mesures décidées par M. Jospin avec le commentaire de Thierry Curtet. Des frictions entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, il ressort un plan qui semble satisfaire les 2 parties. La nouveauté répond au souhait de Jean-Pierre Chevènement. Il ne voulait plus des mineurs multirécidivistes livrés à eux-mêmes en attendant jugement. 50 centres de placement immédiat vont être ouverts pour 900 places d'éducation en milieu totalement clos. Elisabeth Guigou, elle, obtient une multiplication par 4 des foyers d'éducation renforcée, des centres qui favorisent les mesures d'éloignement. Du côté des magistrats, même si l'on attend les modalités pour se prononcer, sur le fond, on est plutôt satisfait. Je pense que la volonté politique est nouvelle. Enfin, j'ai l'impression que pour la première fois, on entend peut-être une volonté politique de soutenir un ensemble de dispositifs. Et que curieusement, on a dépassé l'effet d'annonce. Des mesures qui s'accompagnent de redéploiement d'effectifs, 7000 policiers ou gendarmes déplacés, mais aussi de création de postes, 275 nouveaux magistrats dont 50 juges pour enfants, 1000 éducateurs, 10 000 aides éducateurs. Les réactions sont là, mitigées.
on ne nous a pas parlé de recrutement de policiers, alors que nous avons perdu 2800 emplois depuis maintenant 5 ans à la police nationale. Alors, je veux dire que c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça nous satisfait quand même beaucoup parce qu'à la protection judiciaire de la jeunesse, nous sommes actuellement 6 000 personnels, dont 3 000 éducateurs. 1 000 personnels supplémentaires, c'est un effort sans précédent. Ceci dit, il ne faut pas qu'il n'y ait que des éducateurs, il faut qu'il y ait toutes les catégories de personnel, d'une part, et d'autre part, les besoins de la PJJ sont estimés à 3 000 personnels. Donc c'est très bien, mais il faudra continuer. L'enveloppe globale consacrée à ce train de mesures devrait approcher le milliard de francs. Monsieur Jean-Paul Gramillet, bonsoir. Vous êtes le directeur général d'une association qui s'appelle Accueil, Promotion, Échange à Valenciennes. En gros, vous occupez de toutes les personnes qui sont en difficulté, des SDF, mais aussi donc des jeunes délinquants. Vous n'êtes pas tout jeune, si j'ose dire, dans ce milieu. Ça fait plus de 30 ans que vous agissez. Votre perception par rapport au plan qui est annoncé, il y a des moyens, il y a des éducateurs, un peu plus de création de postes. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le terrain dans votre action que vous menez concrètement à Valenciennes ? La question des moyens se pose inévitablement et tous les moyens sont bons à prendre. Mais l'essentiel, si vous voulez, de la réflexion, je crois, doit mener sur la question qualitative des prises en charge. Vous voulez dire la question des hommes qui seront recrutés éventuellement? Tout à fait. Je crois que tout tourne autour d'une question des qualités, de la qualité humaine et pédagogique de la réponse éducative, tant que l'on peut encore jouer cette carte-là. Et c'est majoritairement, si vous voulez, la plupart des jeunes méritent encore d'être traités sur ce versant-là, celui de l'éducation. Alors en clair, quand vous recrutez un éducateur, qu'est-ce que vous attendez d'un éducateur pour qu'il fasse face à des délinquants, qui sont quelquefois même des criminels, donc des gens extrêmement violents? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Actuellement, la fonction d'éducateur est qualifiée et contingentée par rapport à un diplôme. En vérité, le fondement même de l'action éducative repose sur des valeurs simples. Et les adultes qui vont mettre en œuvre cette action éducative doivent pouvoir indéniablement témoigner de ces valeurs-là. Quelles sont ces valeurs? Ces valeurs sont très simples. Ce sont les valeurs de l'éducation que nous avons reçue nous-mêmes. C'est une autorité sereine, ferme, constante, mais en même temps bienveillante, ouverte. Quasi militaire quelquefois? Sûrement pas. Je crois que par contre se pose la question qui pose problème dans l'action éducative, c'est celle du rapport de force. Moi, je suis persuadé que l'adulte ne doit pas poser le rapport de force sciemment, mais lorsqu'un jeune s'y frotte, il doit pouvoir s'y piquer, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'un adulte doit pouvoir répondre avec une graduation de réponse au rapport de force que délibérément un jeune poserait. Mais une autorité constante et partagée par un ensemble d'adultes, généralement déjoue la violence et déjoue cette volonté de certains jeunes d'aller trop loin. Alors en même temps, vous proposez à ces jeunes des actions, quelquefois spectaculaires, nous avons montré dans notre édition d'hier, mais aussi des actions quotidiennes. Vous cherchez quoi, à leur redonner une valorisation à leur propre image? L'activité, quelle qu'elle soit, est un moyen, effectivement, est un moyen d'abord d'expérimentation pour le jeune. La plupart de ces jeunes ayant depuis plusieurs années perdu toute habitude ludique, relationnelle, ce sont généralement des jeunes qui démontrent un très grand ennui, leur ennui se nourrissant d'ailleurs à la fois de leur ignorance, de leur désarroi, mais également d'une espèce de toute-puissance. Et ces activités que nous proposons, qu'elles soient extrêmement un petit peu actives, comme celles que nous avons pu voir dans d'autres reportages, ou bien plus quotidiennes, parce que l'action éducative se nourrit également du quotidien. Il faut tous les jours se lever, manger, faire sa chambre. Ces activités ont surtout pour but de confronter le jeune à des réalités, à des repères qu'il a perdus depuis très longtemps, qu'un ensemble d'adultes avait renoncé à lui donner, pour des raisons très complexes. Et dans ce big bazar des valeurs, nous essayons, nous, par l'activité, de lui redonner des limites, c'est-à-dire découvrir ses limites, ce qui permet un petit peu d'abîmer sa toute-puissance et de travailler cette question-là avec lui, mais également, chaque fois, et c'est fondamental, c'est la seconde valeur fondamentale de l'éducation, c'est la valorisation, c'est aider un jeune et le mettre en confiance, car comment demander à ces jeunes d'estimer les autres s'ils ne s'estiment pas eux-mêmes? C'est fondamental. Mais est-ce que vous êtes, vous, favorable à ce qu'on éloigne, à ce qu'on mette dans des lieux de contention, par exemple, des jeunes, parce que vous n'arrivez pas toujours dans vos activités? Alors moi, sur cette position, si vous voulez, je dirais que l'éloignement, c'est un concept et c'est un mot. L'éloignement peut être d'une utilité, nous en avons des preuves, à condition que le jeune, si vous voulez, donne une adhésion ou qu'on la lui fasse obtenir, et qu'à partir de cette adhésion, il y ait un programme pour lui. Un éloignement vide de contenu dans un contexte de crise ou de rébellion pour un jeune n'a pas de sens.
Deuxièmement, je veux dire, les centres de contention, les centres de rétention, les centres d'arrêt immédiat sont des concepts qu'il restera à définir. Moi, je sais que dans la loi française, et de ce point de vue-là, l'arsenal disponible, l'ordonnance de 45 est très clair. Il y a deux versants. Il y a le versant éducatif, et l'éducation, c'est une prise de risque sur le milieu. Et puis il y a le versant répressif, c'est la prison. On a l'impression que cette société a peur d'employer à un moment donné la répression, qui doit être effectivement toujours minimisée par rapport à l'action éducative, mais qui peut très bien s'employer pour arrêter un jeune. Pourquoi tenter d'inventer des espèces de modèles non déposés pour l'instant, qui seraient une troisième voie, qui moi me paraît encore un peu mythique? Je vous remercie de votre témoignage. Il nous a semblé également intéressant de confronter sur le terrain les mesures du gouvernement et les actions menées dans deux communes de la région parisienne. L'une à Meaux est dirigée par un maire de droite, l'autre à La Courneuve par un maire de gauche. Vous voyez le reportage d'Arnaud Boutet, Laurent Hakim et Bernie Mériot. Hier, on a raccompagné un monsieur qui était un petit peu handicapé de la jambe, qui demandait de l'aide dans la rue, mais malheureusement les gens ne lui répondaient pas. Donc on a eu la chance d'être là au bon moment. Et on l'a raccompagné jusqu'à chez lui. Depuis un mois, le maire communiste de La Courneuve mise sur ces jeunes. 12 médiateurs locaux, tous issus de la commune. Le maire désire qu'ils servent de passerelle avec la population. Objectif communiqué, pour Gilles Pou, c'est essentiel. Les gens vont reprendre des repères et ça devrait pouvoir, c'est l'objectif, aider très concrètement à faire en sorte que les gens se reparlent, se reconnaissent et donc que ça recrée de la vie sociale. Jean-François Copé, maire RPR de Meaux en Seine-et-Marne, a lui aussi mis en place des médiateurs. Mais pour prévenir la délinquance, il mise avant tout sur sa police municipale. Depuis 1995, il a multiplié les effectifs par 3. À Meaux, on marche sur deux jambes équilibrées. La première jambe, c'est la prévention, et la deuxième jambe, c'est la sanction. Et je crois qu'il faut que, dans cette affaire-là, les deux marchent ensemble. Et la grande erreur, c'est qu'à Paris, l'essentiel est invisible pour les yeux. Dans les ministères, ils ne voient pas ce qui se passe ici. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que les habitants, on les oublie. On oublie le cri de désespérance qu'ils expriment à travers la délinquance au quotidien. À La Courneuve, Gilles Pou approuve les mesures de Lionel Jospin. Le maire communiste laisse à l'État la répression et la sanction. Lui dit vouloir investir dans la prévention et l'éducation. Du long terme, même si dans sa commune, la délinquance des mineurs a augmenté de 43% cette année. On accueille aujourd'hui à peu près 1000 enfants tous les soirs dans les centres de loisirs de notre ville. Ça crée les conditions d'une part d'être une aide aux enfants et en même temps de leur permettre d'avoir des repères un petit peu dans cette société. À Meaux, malgré les renforts de la police municipale, la délinquance a augmenté de 30% en un an. Ce que voudrait le maire, c'est un effort supplémentaire de l'État. Mais les promesses de Lionel Jospin ne le satisfont pas. Selon lui, le vrai problème n'a pas été abordé. Dans tout cet arsenal de mesures, il n'y a pas un mot, pas une mesure concrète qui permette de faire comprendre aux Français qu'aujourd'hui, il faut responsabiliser les parents lorsqu'il y a des mineurs délinquants multirécidivistes. Répression, prévention, un choix politique et un dosage difficile à trouver. Jusqu'ici, le débat n'a pas été tranché. Et dernier aspect pour ce soir de cette actualité sur la lutte contre la délinquance, nous sommes allés à la rencontre de policiers qui sont détachés pour faire œuvre d'éducation auprès de jeunes de quartiers dits difficiles. Cela se passe à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Reportage Agnès Gardet et Patrick Voix. C'est en plein cœur de la cité qu'est installé le centre de loisirs. Et chaque matin, le gardien des lieux accomplit le même geste. Il accroche sur le mur d'entrée le panneau, enlevé la veille par prudence. Centre de loisirs de la police nationale. Mais rien à voir avec un commissariat. Ici, on s'occupe des enfants de la cité. Chaque après-midi, séance d'accompagnement scolaire. Tous les profs sont des policiers. J'ai fini de lire. T'as fini de lire, tu vas à ta place, je m'occupe de toi dans 2 petites minutes. J'arrive. Plus de 200 enfants y sont inscrits. Assidus, ils respectent le contrat, avec des résultats. T'as l'impression que ça va mieux à l'école depuis que tu viens ici? Oui. Comment tu le sais? Comment tu t'en es rendu compte? Quand je corrige mes devoirs, j'ai presque toujours juste. Ces policiers sont arrivés il y a 9 ans. Tous volontaires et à plein temps, ils sont là tous les jours, malgré la méfiance ambiante. Ils tentent d'approcher les plus jeunes. Ils ont du mal à s'exprimer, déjà au niveau verbe,
Et au niveau écrit, ce n'est pas toujours évident pour eux. Et donc ils se mettent ils sont un petit peu retranchés. Ils ont un petit peu honte de cet handicap. Et je pense que là, il faut les aider énormément. Alors qu'est-ce qu'il fait pour avoir moins chaud aux pieds? Après, il va. Accompagner l'effort, c'est aussi combler un peu les vides laissés par les parents. Des parents déracinés, désarmés. Chez toi, comment ça se passe pour les devoirs? Je sais pas, il n'y a personne pour m'aider chez moi. Ça vous fait de la peine, ça? Ah oui. Des fois, ma petite fille ramène le petit carnet de la maternelle. Elle vient à la maison, elle me dit, maman, viens, fais-moi lire. Moi, je sais pas. Ah, t'en fait 5, t'es en prison. Ce centre, c'est aussi un refuge contre l'ennui. Vous vous sentez bien ici? Dans le 7G? Ouais, c'est bien. Je m'en sais bien, j'aime bien. Pourquoi? Quand je suis bien, je suis assis, tranquille, je suis au chaud, je suis en train de jouer, c'est mieux que de rester dans une cage d'escalier. Pourtant, ils sont rares, les adolescents, à fréquenter ces lieux, malgré la présence d'animateurs, des jeunes du quartier formés par les policiers. Nous, on est là, c'est pour les sensibiliser au danger, c'est tout. Parce qu'ils peuvent courir en dehors. Tout en s'amusant, par exemple, là. On joue. Et des fois, on discute. On a notre place ici, sur le site. Et je pense qu'on contribue à ce que la population ait un bon équilibre. C'est une minorité qui déstabilise les cités. Il est vrai que nous, il faut qu'on protège les enfants pour que nos adolescents et nos enfants ne s'identifient pas à cette minorité délinquante qui pose énormément de problèmes. Respect et discipline sont les points forts de ce travail d'équipe, un travail de longue haleine, fait de dialogue et de présence quotidienne. Manifestation aujourd'hui à Paris de plusieurs centaines de convoyeurs de fonds venus réclamer plus de sécurité dans les transports de fonds. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a reçu séparément les instances patronales de la profession et les organisations représentatives des salariés. Cette manifestation fait suite au meurtre commis lundi à Bordeaux, meurtre d'un convoyeur de fonds lors d'un hold-up contre la Brinks. Les agressions contre les convoyeurs sont régulières et les syndicats de personnel exigent des pouvoirs publics que la sécurité de ces transports soit mieux assurée. Le témoignage qui suit est essentiel. C'est celui du convoyeur blessé à Bordeaux aux côtés de son collègue assassiné. Reportage David Bazier et Philippe Dumail. Les pleurs des convoyeurs pour l'un des leurs assassiné en sortant d'une banque. Les sanglots de Fernando Segovia, blessé lors de ce hold-up sanglant. Fernando habite ici, dans la banlieue de Bordeaux. De Colvézi au Liban, cet ancien légionnaire connaît les situations dangereuses. Mais il n'imaginait pas que le métier de convoyeur soit si exposé. Les braquages sont de plus en plus violents. Son collègue décédé n'a eu aucune chance. Une raison, nous, les convoyeurs, c'est qu'on est des cibles à tuer, tout simplement. Ils tiraient carrément. Disons qu'ils visaient à tuer. Parce que mon copain, un camarade, si vous voulez, il portait bien son gilet pare-balles. O sea qu'il allait à tuer. Il a visé la tête, et c'est la tête qu'il a reçue. 33 attaques en 98, 10 convoyeurs tués depuis 90. Un lourd bilan qui pose le problème de la sécurité. Trop de trottoirs ou de galeries marchandes à traverser, autant de terrains à découvert qui peuvent être fatals. On ne doit pas être en contact du public. Contact du public pour nous, c'est mortel, c'est dangereux. À tout moment, il peut sortir n'importe quoi. Ça fait des années que tous les matins, fais attention. Parce que bon, je ne sais pas si le soir, je vais pouvoir encore l'embrasser. Fernando a reçu une balle dans la jambe cette fois-ci. C'est le deuxième braquage qu'il subit pour 6 300 francs nets par mois. Aux États-Unis, plusieurs villes américaines ont décidé de porter plainte contre les fabricants d'armes à feu. Parmi ces villes, Miami, la Nouvelle-Orléans et Chicago. Celles-ci accusent ces fabricants d'armes d'être responsables des morts et des blessés en ajoutant que cela coûte des millions de dollars. Une femme mène une croisade à New York contre cette industrie qui ne contrôle pas la distribution de ses produits et qui totaliserait un chiffre d'affaires de près de 16 milliards de francs par an. Reportage Dominique Derda et Édouard Perrin. Freddie Hamilton est parti en croisade. Depuis qu'un soir de juillet 1993, son fils de 17 ans est mort d'une balle tirée lors d'une bagarre dans ce quartier de Brooklyn. Elle s'est jurée de tout faire pour que les armes disparaissent à jamais des rues, des cours d'école. Rejointe dans son combat par 5 autres familles de victimes, elle attaque en justice Colt, Smith & Wesson, Glock, Beretta, les plus grands fabricants de pistolets, de revolvers. Elle les accuse de ne pas contrôler la vente des armes qu'ils produisent.
À l'époque où mon fils a été tué, les jeunes pouvaient se procurer des armes n'importe où. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Moi, j'aimerais que l'on m'explique pourquoi, malgré toutes les lois qui interdisent les ventes d'armes à feu dans notre État, pourquoi il y a toujours un tel marché parallèle. L'État de New York est aux États-Unis l'un de ceux où la loi est la plus stricte. Pourtant, tout comme la drogue, les armes à feu ne manquent pas. Elles se vendent sous le manteau, parfois pour quelques dizaines de dollars seulement. Et ce sont elles le plus souvent que l'on retrouve dans des braquages comme celui-ci. Ces armes, les trafiquants se les procurent là où la législation est la moins contraignante, en Floride, en Géorgie, en Caroline, là où les vendeurs posent le moins de questions. Des vendeurs qui affirment en chœur avec les fabricants, ce ne sont pas les armes qui tuent, mais ceux qui les utilisent. Dans ce procès, l'accusation tente de rendre toute une industrie responsable d'actes criminels. C'est comme si Chrysler, Ford, General Motors, ou chez vous Peugeot ou Renault, étaient responsables des accidents causés par des chauffards en état d'ivresse. Dans ce pays où le culte des armes n'a d'égal que celui de la voiture, l'argument pourrait faire mouche, à moins que Freddie Hamilton et ses avocats ne parviennent à convaincre le jury du contraire. On n'achète pas une voiture avec l'intention de causer des dégâts. On n'achète pas une voiture pour moins de 1000 francs. On n'achète pas une voiture à des trafiquants. Il faut un permis de conduire, une assurance, de l'argent. Cette comparaison ne me convainc pas et je pense qu'elle ne convaincra personne. Pour ces mères de famille qui, à travers tous les États-Unis, pleurent leurs enfants perdus dans ces combats de rue, le procès de Brooklyn, c'est l'espoir d'être enfin entendu et que cesse le carnage. Pour ceux qui chaque année se partagent les 8 à 12 milliards de francs que représente ici le marché des armes, c'est une nouvelle bataille qu'ils entendent bien livrer jusqu'à la dernière cartouche. Le gouverneur de l'État du Missouri a gracié un condamné à mort. Cette décision rare a été prise au lendemain de la visite du pape Jean-Paul II. Jean-Paul II avait lancé à Saint-Louis, dans le Missouri, un appel contre la peine de mort inutile et cruelle, avait dit le pape. La secrétaire d'État des États-Unis, Mme Madeleine Albright, était aujourd'hui à Amman, la capitale de Jordanie. Cette visite impromptue intervient au lendemain du retour du roi Hussein à New York, de nouveau hospitalisé pour son cancer. Mme Albright a donc rencontré le fils du roi Hussein, le prince Abdallah, prince héritier de Jordanie. À ce stade du journal, revenons un instant sur ce qui se passe en ce moment même en Colombie. Nous venons d'être en communication avec nos envoyés spéciaux. Les pompiers français, une délégation de secours français est actuellement sur place. Elle travaille à tenter de retrouver des victimes. Il y aurait des survivants et c'est assez difficile, mais la technique des sapeurs-pompiers français est très éprouvée. Voyez le reportage à Arménia d'Anne Poncinet et Roger Motte. Ils sont arrivés un peu avant la levée du jour sur le petit aéroport de Arménia. La piste est fermée au trafic commercial depuis lundi. L'avion était le seul moyen d'acheminer 7 tonnes de matériel. Par la route, il aurait fallu 8 heures. Nous ne sommes pourtant qu'à 300 km de Bogota. Le temps de trouver une voiture pour quitter l'aéroport, c'est la phase de reconnaissance. Elle consiste à évaluer les chantiers sur lesquels il y a le plus de chances de retrouver des survivants. On cherche, on cherche. Voilà, t'as un accès là et un accès 2 mètres plus haut. Dans la ville, plus d'émeutes. Les rues sont calmes, la présence policière très visible. Les habitations n'ont pas été touchées à 100%, mais la zone concernée est vaste. Aujourd'hui, beaucoup d'habitants déménageaient leurs biens. Ce jeudi ressemblait presque à un retour à la normale. Mais pas pour elle. Elle attendait devant un commissariat détruit par le séisme. Son ami policier s'y trouvait. Cet après-midi, le bilan a continué de s'alourdir à Arménia. Mais il reste aussi des noms sur la liste des disparus. Et les Français ont choisi de s'installer ici, sur ce chantier, parce qu'ils y ont capté le bruit de l'espoir. Nous avons perçu quelqu'un qui tapait. Je vais confirmer avec l'ASB dans les mêmes conditions que reçu. Reçu. Vous remontez voir le chef de chantier colombien, vous dites qu'on a entendu du bruit, donc plus personne ne bouge sur le chantier. La France n'est pas la seule à avoir proposé ses services aux Colombiens. D'abord, les Français qui travaillent ici le font en collaboration avec une brigade de 9 Allemands. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Et sur d'autres chantiers, ce sont des Américains, des Japonais, des Espagnols qui participent aux recherches.
L'industrie automobile poursuit une vaste restructuration mondiale. Dernier regroupement connu, Ford-Volvo. Le groupe américain a racheté la branche automobile du groupe suédois. C'est donc la fin d'une industrie automobile suédoise indépendante. C'est aussi le signe qu'il y aura dans ce secteur industriel d'autres regroupements à venir. Commentaire Luc Bazizin avec François Granier. Ford, le géant américain, affichait déjà un large sourire grâce au prix de la voiture de l'année obtenu pour sa Focus. Cette fois, les raisons de se réjouir se transportent dans le domaine industriel. En achetant la division automobile du suédois Volvo, le plus petit des constructeurs indépendants, l'américain accentue l'actuelle boulimie des grands constructeurs sur l'échiquier mondial. Le numéro 1, GM, General Motors, déjà propriétaire de 5 marques aux États-Unis, satisfait déjà son appétit avec 2 constructeurs japonais, un en Australie et 2 en Europe, Opel et Saab. Ford, numéro 2 mondial, propriétaire de plusieurs marques aux États-Unis, possède Jaguar et Aston Martin, a départ chez Mazda et vient d'agrandir donc son portefeuille avec Volvo. Enfin, la fusion Daimler-Chrysler a probablement relancé l'intérêt des mariages automobiles. Il est clair que dans l'industrie automobile, il y a des gros enjeux technologiques, de développement de nouvelles technologies, et pour cela, il faut avoir la capacité financière de le faire, et pour cela, il faut être suffisamment gros pour être capable d'investir en même temps dans cette technologie du futur, et aussi sur le business de tous les jours. Ford fabrique près de 7 millions de voitures par an, Volvo seulement 400 000. La survie des plus petits semble donc directement liée à l'appui des plus gros. Qui perd, qui gagne, les analystes financiers observent le cours des actions faire des bonds. Celui de Volvo a gagné 50% en moins de 4 mois. Ford réussit à grossir dans les niches et dans le haut de gamme, et Volvo règle son problème de taille critique dans la voiture, ce qui va leur permettre de grossir, de se développer dans le poids lourd. Avec sa nouvelle enveloppe, le Suédois y parviendra d'autant plus facilement. L'avenir des constructeurs généralistes européens comme Renault, Peugeot ou Fiat pourrait lui aussi passer par des fusions. D'ailleurs, des discussions sont en cours entre Renault et Nissan. La liste du Parti communiste aux élections européennes sera conduite par M. Robert Hue. Le secrétaire national du Parti communiste est en tête d'une liste marquée par une double parité, même nombre d'hommes et de femmes, autant de colistiers communistes que non communistes. Reportage Alban Mikosi et Jean-Pierre Pasteur. C'est un truc comme ça? On a fait le grand truc? Visiblement, Robert Hue aurait préféré quelque chose de plus simple, de moins solennel. Mais chez les communistes, le poids des traditions est lourd, même pour l'organisation d'une conférence de presse. Car désormais, le message se veut plus original. Robert Hue sera tête d'une liste composée pour moitié de non-communistes. Donc le Parti communiste a décidé cette innovation forte, je ne crois pas qu'il y ait une autre force politique qui le propose, de mettre à la disposition, en quelque sorte, de ce courant, 50%, non seulement des candidates et des candidats, mais 50% de ceux qui seront en position d'être élus. Quelques heures plus tôt, le Conseil national avait validé à l'unanimité cette évolution. Même les plus sceptiques ont voté pour. Robert Hue a aussi mis fin à l'hypothèse d'une liste commune avec Jean-Pierre Chevènement. Les communistes entendent bien garder leur liberté de parole, de critique envers le gouvernement. La gauche dans notre pays, qui a toujours été plurielle, à un moment on a voulu gommer les différences, ça n'a pas bien marché. On a essayé de passer des accords. Non, la gauche, elle est riche quand elle débat pour trouver les meilleures réponses aux attentes des gens. La parité homme-femme sera une autre règle. La liste définitive sera connue fin février. Elle portera la marque de Robert Hue qui devra en assumer le résultat, bon ou mauvais. Et puis toujours dans la perspective des élections européennes, M. Charles Millon a décidé de transformer sa formation, son mouvement, la droite, en parti politique. M. Millon rassemble son futur parti, la droite, cette fin de semaine à Lyon et annonce donc sa liste pour les élections européennes. L'agence du médicament indique que 10 décès sont survenus chez des hommes qui auraient pris du Viagra. 10 décès depuis le 15 octobre 1998, date de la commercialisation en France de cette pilule contre l'impuissance. Il convient de rappeler que le Viagra n'est pas remis en cause, c'est un médicament, il est délivré sur ordonnance et il y a des conditions médicales de sécurité d'emploi. À la fin du mois de décembre, le Viagra avait été prescrit à un peu plus de 100 000 patients, a précisé le laboratoire qui produit ce médicament. Commentaire Sébastien Leger avec Philippe Turpot. Un médicament à ne pas mettre entre toutes les mains. 10 morts en 3 mois de commercialisation, morts pour avoir mal lu ou oublié trop vite les avertissements de la notice. En France, 35 000 médecins l'ont prescrit à plus de 100 000 patients depuis le 15 octobre. La ruée vers le Viagra est moins frénétique qu'aux États-Unis, mais les dérives sont comparables.
Alors, il y a un certain nombre de complications vasculaires, qu'elles soient cardiaques ou qu'elles soient cérébrales. Certaines auraient pu être évitées parce que la contre-indication n'a pas été respectée. Le doute subsiste encore sur la cause des décès de 3 patients qui avaient pris du Viagra. Pour tous les autres, le coupable, c'est l'imprudence. Un malade a suspendu son traitement pour hypertension. 2 autres se sont procuré la pilule contre l'avis de leur médecin par des biais détournés. Pour la presse spécialisée, le battage organisé par des médias peu scrupuleux est à l'origine de ces excès. Ce sont des grosses affaires. On les montre comme des événements, on passe sous silence qu'il y a des effets indésirables, et après, on s'étonne qu'il y a 10 morts. Les laboratoires Pfizer qui fabriquent la pilule avaient pourtant prévenu, mais certains généralistes ont peut-être mal reçu les appels à la rigueur. Tous les médecins n'ont pas la compétence requise. Aujourd'hui, les choses vont progresser, bien sûr, mais peut-être certains d'entre eux manquent encore d'informations vis-à-vis de la prescription de ce médicament qui, dans certains cas, peut être dangereux. Dès lundi, l'Agence européenne du médicament devrait mettre en place un dispositif pour renforcer l'information auprès des médecins. À Nîmes, le procureur du tribunal correctionnel a requis des peines de prison ferme contre le propriétaire de l'autocar qui avait heurté un poids lourd en juillet 1995 à Roquemaure dans le département du Gard, provoquant la mort de 22 personnes. Et puis 18 mois de prison, dont 12 avec sursis, ont été requis contre le chauffeur. Le jugement a été mis en délibéré. Le porte-avions à propulsion nucléaire Charles de Gaulle, de retour à Brest. Des problèmes techniques l'obligeront à rester 15 jours à quai. Les essais du porte-avions à vitesse élevée ne peuvent se faire en raison d'une défaillance de moteur. Sport, football, tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France qui se dérouleront les 20 et 21 février. Voici la liste des rencontres. Alors vous voyez, il y a un Lens-OM et un affrontement entre Nantes et soit le PSG, soit Thouars. Le match est en effet à rejouer. À noter aussi que les 2 plus petits clubs de ces 16e de finale, c'est-à-dire Clermont et Jura Sud, seront opposés. Jura Sud a déjà éliminé Saint-Étienne et Toulouse. Et puis du tennis, en force mais avec beaucoup de talent et de pugnacité, Amélie Mauresmo, 19 ans et demi, actuellement 29e mondiale, a battu la numéro 1 mondiale, l'américaine Lindsay Davenport. Amélie Mauresmo disputera donc la finale des internationaux de tennis d'Australie. Ce sera dans la nuit de vendredi à samedi face à Martina Hingis, la Suissesse. Commentaire, Laurent-Frédéric Bollet. De l'autre côté de la Terre, une Française impose sa loi au tennis féminin. Sa dernière victime, la numéro 1 mondiale, l'américaine Lindsay Davenport. Mais pas d'erreur, celle qui vient de se qualifier pour la finale de l'Open d'Australie, celle pour qui le central de Melbourne se lève, c'est bien Amélie Mauresmo. C'est donc la belle histoire pour le tennis français avec cette jeune femme au revers dévastateur, cette nouvelle terreur du circuit qui prend quand même le temps de sourire. Le revers, on vous disait, une puissance phénoménale qui a terrassé Davenport. Du haut de son mètre 89, l'américaine n'a pu que constater les dégâts. Mauresmo l'emporte en 3-7. Le jour de gloire est arrivé. Je crois que je réalise pas bien encore ce qui m'arrive, mais battre la numéro 1 mondiale pour arriver en finale d'un tournoi Grand Chelem, ça prouve que vraiment je suis à ce niveau-là. Et c'est une bonne chose. 19 ans, 1m75, 64 kg, actuellement 29e joueuse mondiale, Mauresmo s'apprête à rencontrer Martina Hingis pour la conquête du titre australien. En attendant, avec Amélie Mauresmo, sa carrure et son revers, une seule certitude, ça déménage. Pendant ce temps, à 15 000 km de là, un petit village de l'Oise n'en croit pas encore ses yeux. C'est ici, dans le petit tennis club de Méru, qu'Amélie Mauresmo a fait ses débuts, déjà en forme d'exploit. Le premier événement important pour le club, ça a été quand nous avons été champions de France cadette, en Coupe d'hiver cadette, avec Amélie Mauresmo et Magali Lamar. C'était en 1993 à Carcassonne. Et là, ça m'a fait un effet énorme parce que je ne pensais pas déjà avoir un titre comme ça. Et là, pour la première fois, j'ai eu la larme à l'œil. Hein. Une larme qui pourrait bien se transformer en torrent d'émotion la nuit prochaine. Il reste juste un match à Amélie Mauresmo pour signer à jamais le livre d'or du tennis français. Et oui, et la finale Mauresmo-Hingis, ce sera en direct de Melbourne sur France 2 dans la nuit de vendredi à samedi vers 3 h du matin. Donc rendez-vous sur France 2. Nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle 2 informations que nous avons développées. Tout d'abord concernant la Colombie, le secours aux victimes, des scènes de pillage, l'armée colombienne veille, et puis les secours français qui viennent d'arriver et qui tentent de retrouver quelques rescapés des 2 séismes qui se sont produits, mais celui notamment de lundi à Arménia.
Et puis le tennis, nous venons de le voir, la qualification pour la finale de tennis des internationaux d'Australie pour la Française Amélie Mauresmo qui sera opposée à Martina Hingis. Dans quelques secondes, la météo sera présentée par Sophie Davant, suivie du point route de Valérie Maurice. À 20h55, dans Envoyé spécial, une longue enquête sur la gestion du Front National de la ville de Toulon depuis l'élection de M. Jean-Marie Le Chevalier en 1995. Et puis également un reportage sur l'esclavage au Soudan. À 0h30, vous retrouverez Laurence Ostelaza pour le dernier journal de la rédaction. Et puis demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Enki Bilal, le dessinateur, et ce à l'occasion du festival de la BD d'Angoulême. À 13h, Caroline Gessler et Rachid Arab. Et puis à 20h, Béatrice Schoenberg qui recevra l'ancien Premier ministre israélien, prix Nobel de la paix, M. Shimon Peres. À lundi, bonsoir, merci.